Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 juin 2022. Alors, les quelques-uns qui ont écouté la vidéo d'hier, vous avez constaté qu'elle se termine abruptement. J'ai réussi enfin à comprendre les réglages de la caméra, mais ce nouvel incident, je n'arrive pas à le comprendre. Et hier soir, j'ai passé j'ai dépassé l'heure et demie, en tout cas, les 90 minutes, à essayer de voir ce qu'il n'avait pas fonctionné. Alors, je crains fort que cette fois-ci encore survienne un incident technologique. Pourtant, croyez-moi, je fais des efforts importants pour essayer de comprendre le fonctionnement. Alors, sans arrêt, je découvre des nouvelles fonctions. Les couleurs, le son, la lumière. Alors ici, on voit, je suis un peu en contre-jour. Mais bon, disons que ça va faire partie des effets spéciaux. Alors oui, je vais commencer à vous parler, en fait, de Patti Smith et de cette bohème new-yorkaise fin des années 60, milieu des années 70. Et je vous disais qu'aujourd'hui, cette bohème n'existait plus à toute fin pratique. Car rapidement, les artistes n'ont pas la possibilité de vivre cette bohème studieuse. Le rouleau compresseur économique est tel, les conditions économiques sont telles qu'on ne peut plus se loger à peu de frais. Nous n'avons plus d'endroit où nous pouvons nous réunir. C'est assez observable. Les cafés qui sont détenus par des firmes américaines, chacun est isolé derrière son écran avec les écouteurs. Il n'y a plus de communication. Et de toute façon, on se demande bien qu'est-ce qu'on pourrait avoir à dire à nos contemporains. Alors même certains libraires sont rendus à faire des vidéos sur YouTube, tellement l'incommunication est devenue la norme pour pratiquement nous tous. Et les sujets qui peuvent nous intéresser, eh bien, intéressent assez peu de gens. Alors, Patti Smith. Ce qui est intéressant dans ce livre, j'ai pris un grand plaisir à le lire. Comme je vous disais hier en début de vidéo, je l'avais commencé, puis j'avais interrompu ma lecture assez rapidement. J'avais trouvé ça un peu ennuyeux, son enfance dans le New Jersey, une famille aimante. Peut-être c'est la famille aimante qui m'a fait tomber le livre des mains. Déjà en partant, les familles aimantes, ça m'inquiète toujours un peu. Puis après, ben là, elle rencontre, et c'est là où je me suis pas rendu, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'elle rencontre le photographe, qui était pour devenir photographe, Robert Mapplethorpe, qui est devenu une immense célébrité, dont les photos aujourd'hui sur le marché de la photographie atteignent des sommets astronomiques. Alors Patti Smith, elle a vécu une liaison avec lui. Ils ont été vraiment ils se sont épaulés. Alors ils ont connu la bohème, ils ont connu la grande période du Chelsea Hotel. Dans ses mémoires, Just Kids, on y croise Janis Joplin, on y croise Jimi Hendrix. Il y a l'ombre qui se profile au loin d'Andy Warhol, pour lequel Mapplethorpe voue une sorte de culte. Et même un brin de rivalité, on croit comprendre. Alors on l'assiste dans ses dérives, mais ce qui m'a intéressé, moi, comme libraire, évidemment, va sans dire, c'est c'est son rapport au livre, et en particulier la littérature française. Sandrard est mentionnée, elle voue un culte, littéralement, à Rimbaud. Et le dernier passage que je vais vous lire, elle réussit à trouver, grâce à ce livre, que je vous montre à l'écran, la biographie qu'a consacrée Enid Starkey sur Rimbaud, qui est très sans doute la meilleure biographie consacrée à Rimbaud. La plus complète et qui était novatrice. Peut-être depuis
d'autres biographies sont apparues, nous révélant des choses qu'on ignorait sur Rimbaud. Mais à ce jour, je pense que celle de Starkey demeure une référence. Alors oui, elle l'a lu, et grâce à cette biographie, elle réussit à retrouver le fameux hôtel, ou à passer une nuit, mais ça, je ne vous en dirai pas davantage, ça va être la conclusion de la... Non, ça ne sera pas la conclusion de la vidéo. Ce qui va être la conclusion de la vidéo, ça va être un tout petit texte de Marcellin Plenay, que j'avais lu hier soir, et que j'avais mis en parallèle avec la démarche de Patti Smith. Et ce qui est étonnant aussi chez Patti Smith, j'ai oublié, est-ce que je l'ai noté? Je vais voir, j'espère que je l'ai noté. Il est possible que j'ai pas eu la présence... Ah oui, il y a celui-là, 260. Il est possible que j'ai peut-être pas eu la présence d'esprit de le noter. C'est que... Ouais, ça finit le chapitre où elle quitte le Chelsea Hotel et quelques-uns des connaissances, des amis qu'elle a fréquentés, se sont suicidés, se sont enlevés la vie. Et ce qu'elle dit, c'est que beaucoup étaient tout proches des étoiles, de la notoriété, de la reconnaissance, et que finalement se sont avérés être des étoiles filantes qui ont sombré dans l'oubli. Et elle ne s'étonne pas, elle, d'avoir passé à travers les gouttes de pluie, mais on sent qu'elle est consciente d'avoir reçu une sorte de privilège. Et c'est ça aussi le lien que je faisais avec le court texte de Marcellin Plenay que je vais vous offrir en conclusion. Il y aura la conclusion, l'hôtel Rimbaud, et la conclusion Marcellin Plenay. Alors donc, ce qui m'a fasciné, on s'en doute bien, c'est le fait qu'elle ait été libraire, Patti Smith. Et elle a été libraire pendant un bon bout de temps, chez Scribner's, chez Strand aussi, et elle était également une chineuse de premier plan. Et les passages que je vous ai lus hier, elle nous fait part de ses découvertes que je vais partager avec vous. Alors, à la page 121, elle nous dit... Ces découvertes-là sont suffisamment nombreuses pour que je me sois donné la peine de les souligner, de les montrer, car son amour des livres est tel, hein, c'est ce qui fait aussi que c'est un personnage hors norme, à la fois dans le monde de la musique underground et à la fois dans le monde de la poésie. C'est que c'est une chercheuse, au fond. C'est une chercheuse d'absolu. Et elle n'a jamais cédé d'un pouce, d'une parfaite intégrité, d'une parfaite honnêteté, et formée à la diable, formée à la dure, formée dans les livres seulement, formée dans la dureté de l'existence. Donc, c'est l'exact opposé d'une universitaire ou d'un scholar ou de quelqu'un qui aurait su faire sa place au sein d'une quelconque institution. Elle est devenue elle-même un monument, elle est devenue elle-même une institution. Mais une sorte d'institution un peu lézardée, un peu mal foutue, une institution un peu bancale, mais qui ajoute à sa grandeur. Alors elle écrit ici, à la page 121, « Je gagnais environ 70$ par semaine chez Scribner's. Loyer payé, tout le reste de l'argent partait dans la nourriture. Il me fallait compléter nos revenus. J'ai étudié de nouvelles manières de gagner sa vie sans passer par la pointeuse. J'ai écumé les brocantes en quête de livres à revendre. J'avais l'œil, et pour quelques dollars, je dégotais livres d'enfants rares et première édition dédicacés par l'auteur que je revendais bien plus cher. Le bénéfice que j'ai fait sur une édition impeccable de L'Amour et Mr. Levensham avec dédicace de H.G. Wells a suffi à couvrir le loyer et les trajets de métro d'une semaine. Le dernier week-end de l'été, je suis allé rendre visite à mes parents.
Le cœur plein d'optimisme, j'ai marché jusqu'à Port Authority et pris le bus pour le South Jersey, me réjouissant à l'idée de voir ma famille et de faire les bouquinistes de Mullica Hill. Nous étions tous des bibliophiles invétérés et je trouvais toujours quelque chose à revendre à New York. J'ai dégoté une première édition du Dr Martineau avec un autographe de William Faulkner. J'ai toujours adoré le trajet jusqu'à Coney Island. Ça aussi, ça fait rêver, Coney Island. La simple idée de pouvoir aller à l'océan en métro était follement magique. J'étais profondément absorbé dans une biographie de Crazy Horse quand j'ai soudain réintégré le présent. J'ai posé les yeux sur Robert avec son chapeau années 40, son t-shirt filet noir et ses sandales mexicaines. Il ressemblait à un personnage de Brighton Rock. Page 156. Peu de temps après, j'ai déniché les œuvres complètes de Henry James en 26 volumes pour une bouchée de pain. Les livres étaient en parfait état. Je connaissais un client de Scribner's qui serait intéressé. Les pages de garde en papier de soie étaient intactes, les gravures pimpantes, et l'intérieur n'était pas taché. J'ai empoché plus de 100 $. J'ai glissé 5 billets de 20 dans une chaussette que j'ai nouée avec un ruban et offerte à Robert. En l'ouvrant, il s'est exclamé « Je ne sais pas comment tu fais ». Il y a un passage aussi qui est absolument, en tout cas, que j'ai trouvé savoureux. C'est sa relation, courte mais fructueuse, avec l'homme de théâtre Sam Shepard. L'homme de théâtre, le théâtre absurde, hein, qui a eu un immense succès, Sam Shepard. Je ne sais aujourd'hui si ses livres, si ses pièces de théâtre sont encore jouées aux États-Unis ou ailleurs, je ne le sais trop. Mais dans les années 70, jusque dans les années 80 en tout cas, Sam Shepard était une référence. Alors, Sam Shepard, un soir où ils étaient tous les deux au Chelsea, dans leur chambre, dans la chambre du Chelsea Hotel, il invite Patti Smith à écrire une pièce de théâtre avec lui. Et ce passage-là est assez extraordinaire parce que on y trouve une manière de travailler, la manière Sam Shepard, et quelque chose qui est, à mon sens, fondamental dans la création. Dans la création et dans l'expression de la création. Je vous le lis. Alors tous les deux, ils commencent. Lui, ils sont dans la chambre. Alors lui, il décrit la chambre. Et il l'invite à incarner un personnage de cette pièce qu'ils sont en train d'écrire tous les deux. Et il pousse la machine à écrire devant elle et lui dit « À toi de jouer, Patti Lee. » J'ai décidé d'appeler mon personnage Cavale. J'empruntais le nom à une écrivaine franco-algérienne, Albertine Sarrazin, qui, orpheline très jeune, à l'instar de Genet, passait comme lui en un tour de main de la littérature au crime. Le livre que je préférais d'elle s'intitulait « La cavale, la fuite en argot français ». La fuite en argot français. Drôle de phrase, mais bon. Non, la cavale, je crois pas que c'est de l'argot, mais enfin. Sam avait raison. L'écriture de la pièce n'a pas été compliquée du tout. Nous nous racontions tout simplement des histoires. Les personnages, c'était nous. Et nous avons encodé notre amour, notre imagination et nos imprudences dans Cowboy Mouth. Peut-être s'agissait-il moins d'une pièce que d'un rituel. Nous ritualisions la fin de notre aventure tout en créant une porte de sortie pour Sam. Dans l'histoire, la criminelle, c'est Cavale. Elle kidnappe Slim et le terre dans sa tanière. Les deux personnages s'aiment et se bagarrent. Ils créent un langage qui n'appartient qu'à eux, improvisent de la poésie. Au moment d'improviser une dispute en langage poétique, j'ai flanché. Je ne peux pas faire ça, j'ai dit. Je ne sais pas quoi dire. Et là, ici, la réplique de Sam Shepard, elle est
à mon sens, magistrale. Dis n'importe quoi. Tu ne peux pas te planquer quand tu... Tu ne peux pas te planter. Un beau lapsus, tu ne peux pas te planquer. Tu ne peux pas te planter quand tu improvises. Et ça, c'est quelque chose, hein? Et si je fiche tout en l'air, si je bousille le rythme, c'est impossible. C'est comme les percussions. Si tu rates une pulsation, tu crées un nouveau rythme. Avec cet échange simple, Sam m'a révélé le secret de l'improvisation, secret auquel j'ai eu recours toute ma vie. Admettez-le, c'est magnifique ce passage. Et puis, puisque nous sommes une petite cinquantaine, voire 100, certaines vidéos, une des raisons pour lesquelles je fais des vidéos, c'est justement pour improviser. Alors, vous ne pouvez pas imaginer, bon, évidemment, j'ai des artifices, les livres. J'ai recours à quelques mots sur une feuille de papier, hein, quelques mots. Il n'y a pas de texte, là. Je ne vous lis pas de texte. Je vous lis, oui, je vous lis une feuille, je vous lis quelques feuilles. Mais ce que j'aime, c'est que je ne sais pas comment les choses vont tourner. Je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Bon, oui, 2, 3 trucs qui sont là, comme là, je sais que je vais vous lire des passages. Mais hier, quand j'ai commis de la vidéo d'hier, je ne savais pas que je ferais rentrer le court texte, les privilèges de Marcellin Plénet. Et je ne savais pas jusqu'à quel point ce texte-là collait parfaitement avec la vie de Patti Smith. Je ne le savais pas. Et je me suis rappelé tout à l'heure, en préparant cette vidéo, ou en la non préparant, que j'ai à quelque part enfoui dans les catacombes un exemplaire autographié de Patti Smith, que je m'étais procuré, pas autographié à moi, je ne l'ai jamais rencontré, je la connais pas, et c'est son recueil Wit, je pense, et un de ses plus célèbres recueils de poésie, et je m'étais procuré ça au début des années 80. C'était possible au début des années 80 de trouver des artefacts comme celui-là à Montréal, car l'underground montréalais a toujours été très branché sur l'underground new-yorkais. Toujours eu des allers-retours entre les deux, entre la petite New York, comme on l'appelait jadis, Montréal, et la grande New York. Et il y avait toujours des poètes qui faisaient la navette. Et il y avait même des poètes new-yorkais qui allaient s'encanailler à Montréal. Montréal a toujours été une ville assez ouverte avant. Bon, maintenant avec les festivals, avec toute cette comment je pourrais vous dire ça, donc cette institutionnalisation de la bohème. En fait, c'est devenu impossible. C'est devenu carrément impossible. Tout ce qui était un peu tout croche, un peu bancal, les premiers zines faits sur les machines Xerox, ces zines aujourd'hui, publiés il y a plus de 40 ans, qui sont... ouais, je pourrais vous montrer. Ah, tenez, je vais vous le montrer, je reviens tout de suite. Alors, vous voyez un zine, celui de Julie Doucet. Tenez, je vous le montre à l'écran. Publié en 1989. Alors, Julie Doucet, à ce moment-là, était... et c'est un tirage de 150. Alors, c'est certain, il n'y a pas d'ISBN. C'est à peu près certain que la grande bibliothèque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ne possède pas ce zine. Et on y voit le professeur... Choron en train de se faire, ben voilà, inutile d'en dire davantage, j'avais compris ce qui se passe. Alors, ben voyez, ces zines-là, 1989, c'est tard quand même pour les zines. Mais on est toujours dans la mouvance des années 80, où les gens se bricolaient des trucs sans demander la permission à personne, sans chercher nécessairement non plus à avoir l'imprimatur ou l'aval de grands pontes.
sorte de liberté indifférente, hein, ce que devrait être la liberté tout le temps. Quelque chose, une marque de souveraine indifférence. Alors, voilà. Ouais, bon. Alors, je vous lis un autre passage où elle fait des découvertes. Alors, elle parle encore des bouquinistes. On retourne aux bouquinistes. Chiner chez les bouquinistes, là, on est à la page 260. Chiner chez les bouquinistes était une de mes spécialités. Ben ça, vous l'avez compris, on l'a tous compris. En de rares cas, je dénichais une splendide photographie victorienne sur carte albuminée ou un épais portfolio de cathédrale du début du siècle, et lors d'une excursion juteuse, un tirage négligé de Cameron. Julia Margaret Cameron, née en 1815, décédée en 1879, c'est ce qu'on y lit en note de bas de page, photographe anglaise connue pour ses portraits des célébrités de l'époque et ses photographies au terme arthurien. Les collectionneurs de photographies connaissaient leurs derniers beaux jours, les derniers où l'on pouvait faire une affaire. Il était encore possible de tomber sur des gravures héliographiques d'images de terrain d'Edward Curtis en grand format. C'était pas des images de terrain, Edward Curtis. Vous savez, c'est le grand photographe des peuples autochtones. Il les mettait en scène également. Alors, c'est une autre histoire, mais on ne peut pas demander non plus à un photographe de ne pas mettre les choses en scène. La beauté et la valeur historique de ces photos des Indiens d'Amérique du Nord ont fasciné Sam, qui a fait l'acquisition de plusieurs volumes. Plus tard, lorsque nous nous sommes installés par terre dans son grand appartement vide, baigné de lumière naturelle pour les contempler, nous avons été impressionnés non seulement par les images, mais par la technique. Sam, l'amoureux et protecteur et mécène de Mapplethorpe, Sam palpait le bord des photographies entre le pouce et l'index. « Ce papier est incroyable, disait-il. » Alors, elle se retrouve au milieu des années 70. Elle retourne à Paris. Elle avait fait un voyage, un premier voyage avec sa sœur, une sœur avec laquelle elle avait de magnifiques relations. Et elle retourne, mais sans sa sœur, la magie n'est pas la même. Et elle nous raconte ceci. Guidée par Enid Starkey, la biographe de Rimbaud, j'ai trouvé l'Hôtel des étrangers rue Racine. Là, selon son ouvrage, Arthur avait dormi dans la chambre du compositeur Cabanère. On l'avait aussi retrouvé endormi dans le hall, avec un pardessus trop grand et un chapeau de feutre écrasé, s'arrachant à grand-peine à une rêverie de hashish. Le réceptionniste m'a accueilli avec gentillesse. J'ai expliqué dans mon français épouvantable la nature de ma mission et pourquoi je désirais tant passer la nuit dans cet hôtel plutôt qu'un autre. Il m'a écouté avec bienveillance, mais toutes les chambres étaient prises. Incapable de supporter de nouveau la pluie, je me suis écroulé sur le canapé du hall qui sentait le moisi. Puis, comme un clin d'œil des anges, il m'a fait signe de le suivre. Il m'a guidé à l'étage jusqu'à une porte ouvrant sur un petit escalier en colimaçon. Il a farfouillé dans son trousseau de clés et après quelques ratés a triomphalement ouvert une chambre mansardée. Elle était vide, à l'exception d'un coffre en bois avec des feuilles d'érable sculptées et un matelas de crin. La lucarne inclinée laissait passer des raies d'une lumière sale. Ici, oui. Il m'a cédé la chambre à bas prix, et pour quelques francs de plus, il a ajouté une bougie et des draps dont j'ai enveloppé le matelas bosselé qui semblait garder l'empreinte d'un corps long et rude. J'ai eu vite fait d'établir mon campement. La nuit tombait, et j'ai installé mes affaires autour de la bougie. Le portrait de Jeanne d'Arc,
un exemplaire du spleen de Paris, mon stylo et une bouteille d'encre. Mais je n'ai pas pu écrire. Tout ce que j'ai été capable de faire, c'est de m'allonger sur le matelas de crin et de me couler dans son empreinte ancienne de dormeur. La bougie n'était plus qu'une flaque. J'ai sombré dans le sommeil. Je n'ai même pas rêvé. À l'aube, le réceptionniste m'a apporté une tasse de chocolat chaud et une brioche. Je les ai savourés avec reconnaissance. J'ai emballé mes quelques affaires, je me suis habillé et j'ai pris la direction de la gare de l'Est. Alors, plus loin, évidemment, elle finit par connaître la notoriété que l'on sait. Et elle finit également par perdre ce compagnon, ce compagnon de vie, ce compagnon de création, Robert Mapplethorpe, qui est, comme vous le savez, décédé des suites du sida. Et qui, d'une certaine manière, entrait lui aussi dans ce funeste cortège d'artistes et de gens qui ont été emportés par cette terrible maladie qui a foudroyé littéralement toute une génération. Aujourd'hui, on a peine à croire cette atmosphère milieu des années 80, jusqu'à, je vous dirais, jusqu'au premier développement, premières avancées de la médecine avec la trithérapie. On n'a pas, en fait, les morts du VIH se comptent par millions dans le monde. Et dans le monde occidental, ça a été une véritable hécatombe. Alors, oui, Patti Smith, une privilégiée, et je vais vous lire un texte absolument admirable, en fait, qui a été publié en 1986. D'ailleurs, je pense que c'est la date de l'année de décès de Mapplethorpe, 1986. Une petite coïncidence. Et qui s'appelle « Les privilèges ». C'est un texte que j'ai relu plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que je le lis, puis vous allez voir, c'est pas très long. C'est 12 phrases. C'est les 12 caractéristiques, non pas des privilégiés, mais de ce que sont les privilèges. Et j'aurais envie de vous dire, de réfléchir à vous, de votre côté, à qu'est-ce que ce serait pour vous, vos privilèges à vous, les privilèges dont vous êtes dotés, là. Que peut-être que vous ignorez, peut-être que vous faites mine de ne pas voir, ou peut-être que vous ne vous jugez pas des privilégiés. Mais je pense qu'en partant, de se sentir privilégié, c'est mettre en marche quelque chose. Se sentir une victime, se sentir spolié, se sentir non pas dans sa plénitude de puissance. C'est déjà un handicap dès le réveil, je pense. Alors, ce que nous dit Marcellin Plénet, des privilèges. 1. Le privilégié pourra choisir à tout moment l'âge qu'il souhaite avoir. Ça rejoint un peu ce que disait James Hillman. Souvent, on déteste les vieillards parce qu'on se reconnaît dans le futur vieillard. On déteste les ados parce que on se reconnaît dans l'ado qu'on a été. Mais avoir tous les âges qu'on veut, l'âge de l'enfance, l'âge de la vieillesse, l'âge de la maturité. 2. Le privilégié pourra, s'il le souhaite, se trouver dans plusieurs lieux à la fois. Je suis très souvent, moi, je me promène dans Paris, ou je me promène dans le littoral. 3. Il pourra à volonté connaître les pensées de ses interlocuteurs. 4. Son portefeuille contiendra toujours la somme dont il aura besoin. On ne s'inquiète pas. 5.
Il pourra changer d'apparence selon son choix. On se déguise. On se met nu. 6. Pendant ses activités sexuelles, pour lui et pour ses partenaires, le temps sera effectivement suspendu. 7. Il gardera en mémoire tout ce qu'il lit, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit, mais avec le privilège de n'en évoquer que ce qu'il souhaite. 8. Le privilégié écrira à la vitesse de la pensée et avec la précision de la musique. 9. Le privilégié pourra jouir du bien pour le bien. Il pourra jouir du mal pour le mal. Mais il pourra aussi, à volonté, haïr le mal. Il ne pourra jamais haïr le bien. 10. Dieu exauce les vœux du privilégié et les lui pardonne. C'est quelque chose, cette phrase-là. Hein? Il exauce nos vœux et il nous pardonne. Ça veut dire qu'on est libéré du poids de la culpabilité d'être heureux. Comprenez l'idée? On est libéré du sentiment de honte qu'on pourrait éprouver à être bien, à être allumé, à être en feu, à être inspiré. Tous les dons, on les reçoit et on les accepte sans honte. 11. Le privilégié reste lucide et heureux jusqu'à sa mort, qu'il l'emporte sans douleur pendant son sommeil. 12. Le privilégié ressuscite le 3e jour et choisit son destin. Alors ça, c'est tiré du livre de Lionel Dax, Dialogue au singulier. Ce que je n'avais pas dit sur Lionel Dax, j'ai eu beau prendre quelques petites notes, c'est que, bon, il est historien de l'art et il a créé, il a écrit, il a colligé, il a travaillé à l'édition critique, des œuvres complètes de chants forts, publiées aux éditions Cendre. Et il a également travaillé à la correspondance entre Voltaire et Vauvenargues dans la collection La Bibliothèque La Pléiade. Alors assurément, Patti Smith, cette poète rimbaldienne, était une privilégiée. Et ça se sent tout le long de son récit autobiographique, privilégiée comme un enfant, comme une enfante, miraculeuse en fait, avec son Just Kids, hein, avec cet autre enfant qui réussissait grâce à la magie de sa création à nous montrer les corps comme on les avait jamais vus au fond. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.